Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde. Un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique ? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands. Ils sont astronomiques et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe
et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine.
un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour lutter contre la rouille, réparation de ponts, de parkings et de tunnels que la corrosion déchire littéralement de l'intérieur. Mais il existe un matériau qui change les règles du jeu. Il est 4 fois plus léger que l'acier, 2 fois plus résistant à la traction, et ne sait absolument pas ce qu'est la rouille. C'est l'armature en fibre de verre, un nouveau venu qui fait déjà trembler l'acier. Le marché de ce matériau croît de 12% par an. Et aujourd'hui, vous allez voir comment, à partir de centaines de bobines de fils de verre, plus fins qu'un cheveu, et d'un baril de résine, naît le matériau de construction du futur. Et à la fin, un secret qui changera à jamais votre vision du béton. Tout commence à une extrémité d'un immense atelier, où se dresse une structure qui ressemble à une bibliothèque géante pour fils. C'est ce qu'on appelle un cantre. Sur un mur de plusieurs mètres de haut, sont installées en rangées bien ordonnées des centaines, parfois des milliers, d'énormes bobines. Sur chacune d'elles est enroulé un fil de verre très fin, ou roving. Ce n'est pas le verre de nos fenêtres. C'est une fibre de verre spéciale, produite en faisant fondre du verre et en l'étirant à travers des orifices microscopiques. Le résultat, ce sont des fils plus fins qu'un cheveu humain, mais avec une résistance à la traction incroyable. C'est eux qui seront notre squelette, notre armée intérieure,
qui donnera à la tige sa résistance folle. De chacune de ces centaines de bobines part un fil distinct, et tous se rassemblent en une seule mèche épaisse et duveteuse. C'est comme si des milliers de ruisseaux se jetaient dans une grande rivière. Cette mèche sèche et blanche, c'est l'âme de la future armature. Ensuite, cette rivière de fibres de verre entame son voyage. Elle passe à travers un système de guides et de tendeurs. C'est une étape très importante, bien que discrète. Chacun des milliers de fils doit être tendu avec la même force. Si un fil est lâche, tandis qu'un autre est trop tendu, la charge sera répartie de manière inégale dans le produit final, et il perdra de sa résistance. La machine les aligne donc méticuleusement, les préparant pour le moment le plus important, le baptême dans la résine. La mèche de verre sèche est lentement immergée dans un bain rempli d'un liquide épais et collant, semblable à du miel ou du sirop. C'est la résine polymère, notre chair, qui va se développer sur le squelette de verre. C'est un cocktail chimique complexe. La base est généralement une résine polyester, vinylester ou époxy. On y ajoute un durcisseur, un catalyseur qui va déclencher la réaction chimique et forcer le liquide à se transformer en plastique solide. On peut aussi y ajouter divers additifs, des pigments pour la couleur, des inhibiteurs d'UV pour que l'armature ne craigne pas le soleil, et des retardateurs de flamme pour la résistance au feu. Le but de ce bain est d'imprégner chaque fibre, même la plus minuscule. La mèche doit être complètement noyée dans cette résine pour qu'il ne reste aucune zone sèche. La mèche, imprégnée et lourde de résine collante, sort du bain et se dirige vers son point de naissance, la filière de formage. C'est le cœur de tout le processus. Imaginez une épaisse plaque d'acier avec un trou parfaitement rond et poli, dont le diamètre correspond exactement à celui de la future tige. La filière est chauffée à une certaine température. Lorsque la mèche humide est tirée à travers cet orifice, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, la filière, comme une presse, expulse tout l'excès de résine, ne laissant que la quantité nécessaire. Deuxièmement, elle comprime fermement toutes les fibres de verre ensemble, formant une tige parfaitement ronde. Troisièmement, la chaleur de la filière déclenche la phase initiale de la réaction de durcissement ou polymérisation. La résine commence à se transformer de liquide en gel. À la sortie de la filière, on voit déjà la forme familière de la tige, mais elle est encore molle et vulnérable. Mais comment obtient-elle sa fameuse surface nervurée pour bien s'ancrer dans le béton? Juste à la sortie de la filière, alors que la tige est encore chaude et molle, on enroule autour d'elle une mèche spéciale de la même fibre de verre. Un fil fin, imprégné de résine, est enroulé en spirale sur la surface de la tige, créant un motif en relief. Parfois, pour une adhérence encore meilleure, on saupoudre du sable de quartz fin sur la surface collante qui se fixe à jamais à la résine. Notre armature a maintenant non seulement de la résistance, mais aussi des dents, avec lesquelles elle s'agrippera au béton. La tige, formée et enroulée, entre dans la plus longue partie de la machine, le tunnel de durcissement, ou four de polymérisation. C'est une longue chambre qui peut s'étendre sur des dizaines de pieds, à l'intérieur de laquelle une haute température est maintenue, généralement 400 degrés Fahrenheit. C'est là que la transformation finale a lieu. Ce n'est pas un simple séchage. Sous l'effet de la chaleur, les molécules de résine commencent à se lier activement les unes aux autres, formant un réseau tridimensionnel, solide et rigide. Le sirop liquide et collant se transforme en un matériau composite extrêmement solide et dur, qui lie à jamais des millions de fibres de verre en un seul monolithe. C'est comme la cuisson d'un gâteau.
Pendant que la tige se déplace lentement à travers ce tunnel chaud, elle acquiert sa dureté finale, aussi dure que la pierre. Mais qu'est-ce qui l'attire tout au long de ce parcours? Des bobines au four. À la fin de la ligne se trouve un dispositif de traction spécial qui a donné son nom à l'ensemble du processus. Il s'agit généralement de deux mécanismes à chenilles, semblables aux chenilles d'un char, placés l'un au-dessus de l'autre. Ils serrent doucement mais très fermement la tige déjà finie et durent avec leurs patins en caoutchouc et la tirent vers eux à une vitesse constante et précisément calibrée. Ce sont eux qui créent la force qui tire la fibre de verre à travers le bain de résine, la filière de formage et le four. La vitesse de ce mouvement est l'un des paramètres les plus importants qui contrôlent la qualité du produit final. Et voilà, de l'autre côté de ce long convoyeur, apparaît une tige de fibre de verre infinie, parfaitement droite, dure et chaude. L'accord final, c'est la coupe. Une scie automatique est installée en travers de la ligne. Elle se synchronise avec la vitesse de déplacement de la tige, effectue au bon moment un mouvement rapide vers l'avant et, avec un zest sec, coupe un morceau de longueur standard, par exemple 20 ou 40 pieds, de la bande infinie. Puis, elle retourne à sa position de départ, attendant que la section suivante arrive. Les tiges finies, encore tièdes, roulent sur une table de refroidissement, puis sont rassemblées en paquets, attachées et envoyées à l'entrepôt. Et c'est ainsi que, sous nos yeux, des milliers de fils de verre fragiles et un baril de liquide collant, après un parcours à travers des bains, des presses et des fours, se sont transformés en un matériau de construction du futur, léger mais incroyablement solide, prêt à défier la rouille et le temps dans la jungle de béton. Le marché de l'armature en fibre de verre n'est pas encore un géant comme celui de l'acier, mais c'est le nouveau venu le plus cool et le plus audacieux de la fête, qui gagne rapidement en popularité. Le marché mondial de ce matériau est déjà évalué à des centaines de millions de dollars. Et les prévisions sont tout simplement folles. On s'attend à ce qu'il croisse de 10 à 12% par an. Cela signifie que de plus en plus d'ingénieurs et d'architectes regardent l'acier rouillé et se disent « Mec, on peut faire mieux ». Et maintenant, parlons des principaux atouts qui font que l'armature en acier fume nerveusement dans son coin. Le premier et le plus évident, le poids. L'armature en fibre de verre est environ 4 fois plus légère que l'acier à diamètre égal. Ça a l'air ennuyeux? Maintenant, imaginez ça dans la vie réelle. Imaginez un camion transportant de l'armature sur un chantier. Il peut transporter 4 fois plus de longueur d'armature en fibre de verre, en un seul voyage, que d'armature en acier, car il est limité par le poids. Ou, pour la même quantité, il faudra 4 fois moins de voyages, ce qui économise du carburant et du temps. Sur le chantier même, 2 ouvriers peuvent facilement transporter des rouleaux entiers ou des paquets de tiges en fibre de verre, alors que pour déplacer de l'acier, il faut une grue. C'est une économie colossale sur la logistique et la main-d'œuvre. Deuxièmement, la résistance. Et là, la fibre de verre monte sur le ring et met l'acier KO au premier round. Sa résistance à la traction est environ 2 fois supérieure à celle de l'armature en acier standard. Pour que vous compreniez, pour rompre une tige en fibre de verre, il faut appliquer 2 fois plus d'efforts que pour une tige en acier de même diamètre. Cela signifie que dans certaines structures, on peut utiliser une armature de plus petit diamètre, économisant encore plus de poids et de volume. C'est comme comparer une corde ordinaire à une corde d'alpinisme. Pour une épaisseur moindre, elle supporte des charges beaucoup plus importantes.
Mais l'atout maître, le véritable super pouvoir de la fibre de verre, c'est sa guerre contre la rouille. Le principal ennemi de toute structure en béton armé, des ponts au parking, ce n'est pas la charge, c'est la rouille. L'eau et les sels s'infiltrent à travers les micro-fissures du béton, atteignent l'armature en acier, et elle commence à rouiller. La rouille augmente de volume et fait littéralement éclater le béton de l'intérieur. Chaque année, les États-Unis dépensent des milliards de dollars pour réparer les ponts, les parkings, les quais et les tunnels détruits par la corrosion de l'armature. Et la fibre de verre? Elle se moque éperdument de la rouille. Elle est chimiquement inerte. L'eau, le sel, les acides et les bases lui sont complètement indifférents. Cela signifie que la durée de vie de la structure augmente de façon spectaculaire. Une structure en béton armé d'acier est conçue pour plus de 50 ans. Une structure avec une armature en fibre de verre est tranquillement conçue pour plus d'un siècle. Chaque année, une statistique terrifiante persiste dans le monde. Des milliers d'ogives nucléaires restent en état d'alerte. Au sommet de la guerre froide, il y en avait plus de 70 000. Et aujourd'hui, environ 12 500. Cela veut dire qu'en quelques minutes, la planète entière pourrait basculer au bord de la catastrophe. Mais comment, à partir d'une simple pierre, un minerai d'uranium, fabrique-t-on une arme capable d'effacer des villes entières? Que cachent ces usines gigantesques qui consomment autant d'électricité qu'une mégapole? Et pourquoi la production d'une bombe nucléaire n'est-elle pas seulement de la physique, mais surtout une industrie incroyablement chère, complexe et secrète? Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras un secret que les manuels scolaires ne révèlent jamais. Au sommet de la guerre froide, dans les années 1980, l'arsenal nucléaire mondial comptait plus de 70 000 ogives. Aujourd'hui, grâce au traité de désarmement, ce chiffre a beaucoup diminué, mais il reste effrayant. Au début de l'année, on comptait environ 12 500 ogives dans le monde. Parmi elles, près de 9 600 sont stockées dans des dépôts militaires, et le reste attend d'être détruit. Le chiffre le plus inquiétant, environ 3 800 ogives sont déjà déployées sur des missiles et des bases. Donc, en état de pleine alerte. Cela veut dire qu'elles peuvent être lancées en quelques minutes. Tout commence dans une mine, où l'on extrait le minerai d'uranium. Ce n'est qu'une pierre. Après broyage et traitement chimique, on obtient un concentré qu'on appelle yellow cake. Mais ce n'est même pas encore le vrai début. Dans ce concentré, 99,3% c'est l'uranium 238, stable et inutilisable pour une bombe. Et seulement 0,7% c'est l'uranium 235, instable, celui qui nous intéresse. Ce sont des jumeaux chimiques. Ils se comportent de la même manière. Impossible de les séparer par simple chimie. Leur seule différence, c'est un poids microscopique. L'atome d'uranium 235 est légèrement plus léger. Pour exploiter cette différence de poids, il faut transformer l'uranium solide en gaz. On le convertit en hexafluorure d'uranium, une substance très corrosive et dangereuse qui devient gazeuse à une température relativement basse. Et maintenant commence l'étape la plus complexe, l'enrichissement. Cela se fait dans une usine gigantesque de la taille d'une ville, composée de milliers et de milliers d'appareils identiques reliés en cascade. Cela peut être, par exemple, des centrifugeuses à gaz ou des systèmes de diffusion gazeuse. Les anciennes usines de diffusion gazeuse, comme celles qui existaient aux États-Unis, consommaient autant d'électricité qu'une grande ville, juste pour séparer lentement les atomes. Les centrifugeuses, elles, sont aujourd'hui la méthode la plus répandue. Ce sont des cylindres hauts et fins qui tournent à une vitesse supersonique.
drückt die Zentrifugalkraft die schwereren Moleküle mit Uran-238 an die Wände, während die etwas leichteren Moleküle mit Uran-235 näher am Zentrum bleiben. Das Gas aus dem Zentrum, leicht angereichert, wird zur nächsten Zentrifuge weitergeführt, das an der Wand abgereichert wird abgezweigt. Die Gasdiffusion ist extrem energieaufwendig. Das Gas wird unter Druck durch tausende Membranen mit mikroskopisch kleinen Poren gepresst. Die leichteren Moleküle mit Uran-235 passieren die Poren minimal schneller. Der Prozess ist unglaublich langsam. Nach einem einzigen Durchlauf steigt die Konzentration an Uran 235 nur um wenige Hundertstel Prozentpunkte. Um von natürlichen 0,7% auf waffentaugliche 90% zu kommen, muss das Gas tausende solcher Stufen durchlaufen. Das kann Monate dauern und erfordert eine kolossale Menge an Energie, vergleichbar mit dem Verbrauch einer ganzen Stadt. Wenn schließlich hoch angereichertes Uran-Hexafluorid vorliegt, wird es wieder in festen Metallzustand überführt. Daraus lassen sich dann Bauteile für einen nuklearen Sprengsatz herstellen. Doch gebraucht wird nicht nur Uran, sondern auch Plutonium. Plutonium-239 kommt in der Natur praktisch nicht vor. Il faut le créer artificiellement. Cela se fait dans un réacteur nucléaire. In den Reaktor wird gewöhnliches, nicht angereichertes Uran geladen. Quand le réacteur fonctionne, les neutrons bombardent les atomes d'uranium 238. Certains absorbent un neutron se transformant en uranium 239 instable, qui après plusieurs désintégrations devient du plutonium 239 umwandelt. Au bout d'un certain temps, on retire les barres de combustible du réacteur. Ce sont alors des mélanges infernaux, extrêmement radioactifs, contenant de l'uranium, du plutonium et d'innombrables produits de fission. Les séparer est un défi colossal. Cela se fait dans une usine radiologique spéciale, derrière d'épaisses parois de béton, avec des bras robotisés. Les barres sont dissoutes dans l'acide, puis grâce à des procédés chimiques complexes, le plutonium est isolé de l'uranium et des autres éléments. C'est une étape extrêmement dangereuse à cause de la radioactivité. Das ist wegen der gewaltigen Strahlung extrem gefährlich. Le Plutonium obtenu wird in Metall transformé en métal. Es ist ein sehr komplizierter, c'est un matériau très capricieux, mit mehreren kristallinen Phasen und hochtoxisch. Daraus fertigt man Bauteile für die Bombe. Pour l'arme. Um nur ein Gramm Plutonium zu produzieren, müssen mehrere Tonnen Uranerz verarbeitet und mehrere Tonnen Kernbrennstoff im Reaktor bestrahlt werden. Liegt das Material vor, muss es zur Explosion gebracht werden. Es gibt zwei Grundkonzepte. Der Kanonentyp. An einem Ende befindet sich ein Stück Uran unterhalb der kritischen Masse. Am anderen Ende ein zweites, ebenfalls unterkritisches. Mit konventionellem Sprengstoff wird das eine Stück in das andere geschossen. Quand ils se rejoignent, vereint überschreitet die Gesamtmasse die kritische Schwelle. Eine Kettenreaktion beginnt. Der Implosionstyp ist deutlich komplexer. Man nimmt eine Kugel aus Plutonium oder Uran unterhalb der kritischen Masse. Diese Kugel wird von einer perfekt symmetrischen Hülle konventioneller Sprengstoffe umgeben. Dann wird diese Ladung gleichzeitig an Dutzenden Punkten gezündet. Mit Genauigkeit im Bereich von Mikrosekunden. Die nach innen laufende Druckwelle komprimiert die Plutoniumkugel mit enormer Kraft, erhöht ihre Dichte und im verdichteten Zustand wird sie überkritisch. Die Kettenreaktion startet. Eine der schwierigsten Aufgaben der gesamten Konstruktion ist es, diese perfekt symmetrische Detonationswelle zu erzeugen. Wie du siehst, geht es bei der Herstellung einer Atombombe weniger um das eigentliche Motiv, sondern um den Aufbau einer gigantischen, unglaublich teuren und technologisch hochentwickelten Industrieinfrastruktur zur Gewinnung spaltbarer Materialien. Das erfordert Jahrzehnte Arbeit, Milliarden Dollar, Zugang zu einzigartigen Technologien, enorme Energiemengen und ein sehr hochqualifizierter Wissenschaftler und Ingenieur. Genau diese Komplexität ist der wichtigste Sicherungsmechanismus, der die Verbreitung von Kernwaffen in der Welt bremst.
Schätzungen zufolge haben allein die Vereinigten Staaten seit den 1940er Jahren in heutigen Preisen über 10 Billionen Dollar für ihr Atomprogramm ausgegeben. Summen, mit denen man viele globale Probleme hätte lösen können. Chaque année, des milliards de mètres carrés de plaquage sont produits dans le monde. Un matériau aussi fin qu'un pétale, qui recèle la force et la beauté de forêts entières. Imaginez, à partir d'une seule grume, on peut obtenir une surface suffisante pour recouvrir un terrain de football. C'est pourquoi cette industrie pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais que se cache-t-il derrière ce chiffre? Comment un simple arbre passe-t-il par des cures thermales, des tunnels de feu et une rencontre avec des lames aussi tranchantes qu'un scalpel pour devenir un meuble de luxe? Et quelle découverte cachée vous fera voir à jamais cette fine bande de bois d'un autre œil? Regardez attentivement. À la fin, vous découvrirez un secret que presque personne ne soupçonne. N'importe quel arbre ne convient pas à la production de plaquage. Il faut des arbres parfaitement droits, hauts, avec un grand diamètre de tronc, et surtout sans nœuds, fissures ou autres défauts sur une hauteur considérable. Chaque nœud est une cicatrice qui briserait le motif parfait. C'est pourquoi, pour le plaquage, on choisit les plus beaux spécimens de chêne, de frêne, d'érable, de noyer, de cerisier et d'autres essences précieuses. Lorsqu'une telle grume parfaite arrive à l'usine, elle n'est pas immédiatement envoyée sous la lame. Elle a rendez-vous dans un spa industriel. Les grumes sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude ou placées dans des chambres spéciales où l'on injecte de la vapeur chaude. Ce n'est pas pour la propreté. Ce processus, qui dure de quelques heures à plusieurs jours à une température d'environ 100 degrés Celsius, accomplit deux choses importantes. Il ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus docile pour la coupe, et il modifie sa couleur, la rendant plus riche et uniforme. Après ce bain chaud, on écorce la grume. Une machine spéciale retire l'enveloppe extérieure rugueuse, mettant à nu le tronc pur. Et c'est là que commence le moment le plus crucial avant le grand spectacle, le centrage. La grume est fixée dans une machine et l'opérateur, à l'aide de laser, trouve son axe de rotation idéal. C'est d'une importance capitale. Un centrage correct permet d'obtenir la quantité maximale de plaquage de qualité et le plus beau motif. Et c'est alors que la grume, étuvée, écorcée et parfaitement centrée, est prête pour sa rencontre avec la lame. Il existe deux méthodes principales pour transformer une grume en fine feuille, et elles sont radicalement différentes. La première, la plus courante pour la production de masse, s'appelle le déroulage. Imaginez un crayon géant dans un taille-crayon titanesque. La grume se met à tourner sur son axe, et un très long couteau, affûté comme une lame de rasoir et long comme la grume elle-même, s'approche lentement. Le couteau pénètre dans le bois en rotation et commence à en découper une bande de plaquage continue et large, d'une épaisseur de seulement 1,5 à 3 mm. C'est comme si on déroulait un rouleau d'essuie-tout. De la machine sort une feuille infinie, humide et flexible, qui est ensuite découpée en morceaux de la taille souhaitée. Cette méthode est très productive, mais elle donne un motif caractéristique et un peu aléatoire, qui n'est pas toujours apprécié dans les meubles de luxe. La seconde méthode, utilisée pour obtenir le plus beau plaquage décoratif, s'appelle le tranchage. Ce n'est plus un taille-crayon, mais la plus grande trancheuse à fromage du monde. Ici, la grume, ou une partie de celle-ci sciée en billon, est solidement fixée sur une plateforme mobile. Et au-dessus, ou sur le côté, se trouve un couteau massif et affûté.
La plateforme avec le bois se déplace d'avant en arrière ou de haut en bas, et à chaque passage, le couteau découpe une seule et unique feuille de plaquage, parfaitement plate. C'est un processus plus lent et moins productif, mais c'est lui qui permet d'obtenir ce motif noble, linéaire ou figuré, que nous apprécions tant dans les meubles de luxe. Selon la manière dont la grume a été sciée avant le tranchage, on peut obtenir différents types de motifs. Une coupe sur quartier, radiale, ou sur dos, tangentielle, qui imite le dessin d'une planche massive. Le plaquage fraîchement découpé, quelle que soit la méthode, est appelé verre. Il est très humide, flexible comme du papier mouillé, et se déchire facilement. Il faut le sécher. Les bandes ou feuilles de plaquage sont délicatement acheminées vers une longue chambre de séchage. C'est comme un gigantesque four-tunnel, à l'intérieur duquel le plaquage se déplace lentement sur un convoyeur à rouleau ou à maille. De l'air chaud y circule, enlevant très délicatement et uniformément l'humidité. Le processus est rigoureusement contrôlé, car un séchage trop rapide ferait craquer ou gondoler le plaquage. En quelques minutes, la feuille humide et molle se transforme en un matériau sec, un peu cassant, mais stable. Après séchage, les feuilles de plaquage ont des bords irréguliers. On les empile en haute liasse et on les envoie sous une guillotine géante. Une lame affûtée s'abat avec force et, d'un seul coup, coupe les irrégularités, créant des bords parfaitement droits. Maintenant, les feuilles sont prêtes pour l'étape la plus importante, où ce ne sont plus les machines qui travaillent, mais des personnes à l'œil exercé. C'est le tri. Des spécialistes examinent attentivement chaque feuille, évaluant sa couleur, son motif, la présence de défauts, et les classent en paquets selon leur catégorie. C'est un travail très méticuleux, car c'est de lui que dépendent le prix et la destination du plaquage. Mais les feuilles de plaquage individuelles sont souvent trop étroites pour fabriquer, par exemple, un plateau de table. Il faut donc les assembler en une seule grande laise. Ce processus s'appelle l'assemblage ou le jointage. Deux feuilles au bord parfaitement droits sont introduites dans une machine spéciale. Elle les presse fermement l'une contre l'autre, et un mécanisme spécial les assemble. Il peut s'agir d'un fin fil de colle appliqué en zigzag, ou d'une bande de papier gommé. Le résultat est une grande feuille de plaquage continue, prête à être collée sur un support. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'arbre majestueux dans la forêt, en passant par un bain chaud, une lame affûtée comme un scalpel et le tunnel de feu d'un séchoir, naît ce matériau fin comme un pétale, qui porte en lui toute la beauté, l'histoire et le caractère unique de la forêt, prête à offrir un morceau de celle-ci à nos foyers. Le marché mondial du plaquage est une industrie gigantesque qui pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais le chiffre le plus important et le plus vertigineux derrière le plaquage, c'est son rendement. Prenez une grande grume de noyer américain de qualité, longue de plusieurs mètres et d'environ 1 mètre de diamètre. Si on l'assied simplement en planche, on pourrait en faire, disons, une grande table et quelques chaises. Maintenant, attention. Si l'on transforme cette même grume en plaquage de 0,6 mm d'épaisseur, on peut en obtenir entre 1000 et 3000 m² de surface unique. Pour que vous compreniez, c'est assez pour recouvrir la quasi-totalité d'un terrain de football, avec une seule et unique grume. L'utilisation du plaquage réduit le besoin d'abattre des arbres d'essence précieuse de 98% par rapport à la fabrication de meubles en bois massif.
Autrement dit, au lieu d'abattre 20 arbres pour fabriquer 20 tables, nous pouvons abattre un seul arbre parfait et laisser les 19 autres continuer à pousser dans la forêt. Cela fait du plaquage l'une des manières les plus éco-responsables d'utiliser le bois. Donc, ces milliards de dollars, ce ne sont pas juste de l'argent. C'est la preuve que la beauté et la rationalité peuvent aller de pair, nous permettant de profiter des motifs uniques de la nature sans lui infliger de dommages irréparables. Chaque année, plus de 100 millions de mètres cubes de panneaux de fibres à densité moyenne, MDF, sont produits dans le monde. C'est une quantité si énorme qu'on pourrait en construire une route faisant le tour de la planète. Et ce, chaque année. Imaginez, ce qui n'était hier que des déchets, sciures, copeaux et vieux papiers, se transforme aujourd'hui en un matériau d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars. La moitié de ce volume est contrôlé par la Chine, tandis que l'Europe et les États-Unis ajoutent des millions de mètres cubes chaque année. Mais que se passe-t-il réellement derrière les murs des usines, où la poussière de bois passe de déchets à des panneaux parfaitement lisses? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret habituellement bien gardé. La base des panneaux de fibres à densité moyenne, ce ne sont pas des grumes entières, mais ce qui était autrefois considéré comme des déchets, sciures, copeaux, chutes de bois et même de vieux papiers à recycler. C'est le triomphe de l'utilisation rationnelle des ressources. Ces montagnes de déchets de bois sont amenées à l'usine et sont d'abord soigneusement nettoyées. De puissants aimants extraient toutes les impuretés métalliques, clous, agrafes, tandis que des systèmes de tamisage éliminent le sable et les pierres qui pourraient endommager les coûteux équipements. Ensuite, la matière première est acheminée dans une immense cuve où elle est lavée et étuvée à la vapeur chaude. Ce n'est pas pour la propreté, c'est fait pour ramollir la lignine, la colle naturelle qui maintient les fibres de bois ensemble. Maintenant commence l'étape la plus importante, celle qui distingue le MDF de son cousin plus grossier, le panneau de particules. Les copeaux préparés et ramollis sont acheminés vers une machine appelée défibreur ou raffineur. Imaginez deux disques métalliques géants, comme les meules d'un moulin, tournant en sens inverse l'un de l'autre à une vitesse énorme. Sur leur surface, un motif complexe de saillies et de rainures acérées. La masse de bois est introduite entre ces disques, et ils la peignent littéralement jusqu'à ses plus petits composants, la déchirant en fibres de bois individuelles. Ce ne sont plus des copeaux, c'est quelque chose qui ressemble à de la ouate duveteuse et humide ou à de la farine de bois. Nous venons de déconstruire le bois jusqu'à ses briques élémentaires. Ensuite, il faut sécher cette masse fibreuse, mais il faut le faire très rapidement, avant que les fibres ne commencent à s'agglutiner. On les souffle donc dans un long tube de séchage chaud. Un flux d'air chaud saisit les fibres, et pendant qu'elles volent à travers ce tube, toute l'humidité excessive s'en évapore. Et c'est là, alors que les fibres sont encore chaudes et volent dans ce tourbillon, que se déroule l'étape clé suivante. L'encollage. Un fin brouillard de liant est pulvérisé dans le flux d'air par des buses spéciales. C'est de la résine urée-formaldéhyde, notre colle. Ce brouillard enveloppe chaque minuscule fibre, la recouvrant d'un film fin et collant. C'est une méthode très efficace qui garantit une répartition parfaitement uniforme de la colle. Maintenant, cette masse imprégnée de résine, sèche et légère comme du duvet, est prête à devenir un panneau. Elle arrive dans la machine de formage. Un flux de fibres se dépose sur un large convoyeur en mouvement, formant un tapis épais, duveteux et absolument uniforme. Des rouleaux spéciaux le compactent légèrement, et des couteaux géants en découpent des morceaux de la longueur souhaitée.
Cela ressemble déjà aux futurs panneaux, mais pour l'instant, ce n'est qu'un matelas épais et mou de duvet de bois. Et voici le point culminant, le pressage à chaud. Ce tapis duveteux entre dans une presse géante. Il peut s'agir soit d'une presse multi-étages, qui comprime simultanément toute une pile de panneaux, soit d'une presse continue, semblable à des chenilles géantes en mouvement. Et là, notre tapis subit l'action simultanée de deux facteurs puissants. Premièrement, une pression colossale. Les plateaux de la presse compriment notre matelas duveteux avec une force de plusieurs centaines de tonnes, réduisant son épaisseur de plusieurs fois et expulsant tout l'air. Les fibres de bois sont pressées les unes contre les autres, formant une structure incroyablement dense. Deuxièmement, une température élevée de 200 degrés Celsius. Cette chaleur fait deux choses. Elle active la résine, la faisant se polymériser et coller à jamais les fibres en un monolithe unique, et en même temps, elle évapore les dernières traces d'humidité qui s'échappent du panneau sous forme de vapeur sifflante. Après quelques minutes passées dans cette étreinte d'acier, le tapis duveteux se transforme en un panneau de MDF dur, dense, parfaitement plat et encore très chaud. Après la presse, on ne peut pas simplement empiler les panneaux chauds. Il faut les refroidir pour éliminer les tensions internes. On les place dans un refroidisseur en étoile, semblable à un gigantesque classeur, où ils refroidissent lentement, ventilés par de l'air. Quand les panneaux ont refroidi, il est temps de leur donner leur aspect final. D'abord, on les empile en haute pile et on les laisse reposer pendant plusieurs jours. Cela stabilise leur structure interne. Ensuite, chaque panneau passe par une ponceuse. Imaginez une ponceuse à bande géante avec plusieurs têtes. De larges bandes abrasives enlèvent une fine couche superficielle des deux côtés, amenant le panneau à une épaisseur parfaitement précise, par exemple 16 ou 18 mm, et créant cette fameuse surface, lisse comme du papier. Et la touche finale, la découpe. D'énormes scies découpent les grands panneaux technologiques aux formats commerciaux standards. Après cela, chaque lot subit un contrôle qualité rigoureux. On vérifie sa densité, sa résistance, son épaisseur et la qualité de sa surface. Les panneaux finis, parfaitement lisses, sont marqués, emballés et envoyés aux usines de meubles, où ils deviendront la base d'objets élégants et stylés dans nos maisons, démontrant silencieusement le noble chemin que peut parcourir la simple poussière de bois. Le marché mondial du MDF est une machine gigantesque qui pèse plus de 25 milliards de dollars par an. Et cette machine n'a pas l'intention de s'arrêter. Les prévisions annoncent une croissance de 6% par an. Cela signifie que la demande pour ce matériau lisse est tout simplement folle. Et qui est le grand chef dans cette cuisine ? Le roi incontesté, c'est la Chine. Elle produit plus de 50% de tout le MDF dans le monde. Mais l'Europe n'est pas en reste, avec des acteurs puissants comme l'Allemagne, la Pologne et la Turquie, qui produisent des millions de mètres cubes de panneaux de haute qualité. Et maintenant, parlons des volumes. Chaque année, environ 100 millions de mètres cubes de MDF sont produits dans le monde. C'est un chiffre si énorme qu'il est impossible de se le représenter. Essayons quand même. Imaginez une route. Si l'on prenait toute cette quantité de MDF et qu'on en construisait une route de 10 mètres de large et de 25 cm d'épaisseur, cette route pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur. Chaque année.
c'est un flux infini de matériaux qui se transforment en meubles, portes et panneaux pour nos maisons.